Bien, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue à notre festival Journée de la Transition. C'est un festival que nous organisons avec le CEL, Center for Ecological Learning in Luxembourg, Centre pour la transition écologique au Luxembourg. Et ce festival existe depuis plusieurs années. En ce moment, le festival se déroule en ligne. Comment vivre ensemble sur une seule planète? L'empreinte écologique du Luxembourg est de 8 planètes. Le jour de dépassement de la Terre a été atteint en février au Luxembourg, en deuxième place après le Qatar. Donc la situation est assez catastrophique pour le Luxembourg. Le festival est structuré autour de 9 thèmes différents. Ce mois-ci, nous allons nous occuper du travail et de l'argent. C'est l'équipe Reconomy qui organise cet événement, s'occupe de tous les sujets économiques au sein du CEL et il s'agit en fait de réinventer l'économie. Ce soir, je souhaite la chaleureuse bienvenue à Steven Strehl, directeur stratégique de l'initiative Mein Grundeinkommen, mon revenu de base d'Allemagne. Cette initiative existe depuis 2014 et depuis 2014, il travaille sur le sujet du revenu de base. Alors, le revenu de base est financé par financement participatif par un tirage au sort. 1,8 million ont été collectés depuis le début via le système du financement participatif et plus de 700 revenus de base ont pu être octroyés. Un projet pilote vient d'être lancé et il s'agit d'étudier les conséquences d'un revenu de base sur le plan social, économique. Quelques chiffres. Plus de 2 millions de personnes se sont portées candidates ou volontaires pour participer à ce projet pilote. Et l'idée donc fait son chemin. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. Et sans plus attendre, je cède la parole à Steven Strehl, qui va nous parler du revenu de base comme instrument de la transition. Steven. Bonsoir. Merci Eric pour cette introduction. Je peux déjà sauter quelques diapos parce que tu as dit beaucoup de choses. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à tous ceux qui sont présents ce soir. Je suis ravie d'être des vôtres et je vais préparer un petit peu la voie, parler du revenu de base comme instrument de transition et puis j'aimerais rester disponible pour continuer à discuter avec tous ceux qui sont présents parce que de toute façon, bon, il ne sera pas possible de tout couvrir au cours d'une présentation, mais j'espère en tout cas expliquer quelques concepts et puis je me réjouis tout particulièrement de l'échange que nous aurons. Très bien, alors je vais lancer la présentation que j'ai préparée. Je pars du principe que vous voyez ma présentation, n'est-ce pas? Oui, ok. Comme cela a été dit, je m'appelle Steven Strehl, directeur stratégique de Mein Grundeinkommen. Depuis 6 ans, nous travaillons sur la notion du revenu de base. Alors, dans ce contexte, je dirais que notre principal travail, c'est la transformation et la transition. Nous avons thématisé le revenu de base de manière scientifique. Nous avons nous avons lancé des appels à dons, ce qui souligne le caractère de la transition également. Et plus de 160 000 personnes nous font des dons chaque mois.
ce qui représente 700 000 € qui sont octroyés comme revenus de base ou qui sont utilisés dans le cadre de notre travail. Nous sommes tous salariés auprès de Mein Grundeinkommen, nous ne sommes pas bénévoles et donc cet argent sert également à financer notre travail, financer nos campagnes et tout notre travail. Et ce qui est important pour le revenu de base, c'est en fait de vivre les concepts que nous prêchons. Alors, nos rémunérations ne dépendent pas des fonctions que nous occupons dans notre organisation. Par exemple, ma rémunération ne dépend pas de mon poste de directeur. Non, nous nous sommes organisés autrement et nous sommes tout à fait transparents sur la question de nos rémunérations. Ensuite, notre principale tâche, notre principal instrument de transition, c'est le tirage au sort du revenu de base. Nous avons dépassé les 700 revenus de base qui ont pu être octroyés en fait depuis hier. Et nous voulons donc thématiser la question revenu de base. Ce qui est important également, c'est d'accorder un revenu de base sans contrepartie, sans obligation. Et il est important que les personnes qui reçoivent ce revenu de base puissent ensuite raconter leurs histoires, leurs expériences. Qu'est-ce que cela change chez eux que de recevoir un revenu de base sans contrepartie? Nous avons appris énormément. J'en parlerai dans un instant. Mais nous avons surtout vu à quel point les gens sont curieux, ceux qui étaient sceptiques auparavant, qui se disaient que ce n'était pas possible. Alors, il faut tout simplement essayer et puis voir si l'opinion qu'on pouvait avoir au départ, le revenu de base, évolue. Nous avons 2 millions de membres sur notre plateforme qui ne vendent rien, en fait, mais qui a beaucoup d'adhérents. Et donc, nous avons octroyé 700 revenus de base. Nous avons pu observer des éléments qui auparavant n'étaient que des hypothèses. Les gens ne sont pas devenus paresseux en ayant obtenu un revenu de base. Au contraire, certains travaillent, certes un peu moins, mais la qualité a pu être améliorée. Nous avons vu que des gens, lorsqu'ils ont présenté leur démission, et ils n'étaient pas très nombreux d'ailleurs, ont aujourd'hui beaucoup plus de confiance en eux lorsqu'ils se présentent pour un nouveau poste ou une nouvelle fonction. Et donc ont pu rechercher un travail qui leur correspond mieux. Et beaucoup de personnes nous ont dit également qu'elles prenaient des décisions plus saines et plus durables parce qu'elles n'étaient plus exposées au stress permanent comme auparavant. Donc ça aussi, c'est intéressant pour la transition. Il a été observé également qu'il ne s'agissait pas simplement d'une question d'argent, mais il s'agit surtout de cet élément sans contrepartie qui est important. Il ne s'agit pas de donner de l'argent à des personnes qui n'en ont pas, mais également à des personnes qui auraient suffisamment d'argent, et même ces personnes-là nous ont dit que cela a changé quelque chose en elles, même si elles n'avaient pas vraiment besoin de cet argent. Mais quelque chose s'est fait en eux. Donc, l'incidence de l'argent, enfin les conséquences sont assez importantes. C'est ce que nous avons pu observer en tout cas. Après 4-5 ans, nous nous sommes dit, bon, nous avons maintenant quelques observations, les gens font preuve d'ouverture, font preuve de curiosité envers le revenu de base, mais c'est vrai qu'il existait encore un certain scepticisme. En tout cas, ce que nous avons observé,
Et en fait, il y a cette idée de s'accomplir, de ne plus avoir tellement peur de la numérisation, par exemple, de ne plus s'inquiéter d'avoir ou de ne plus avoir de travail à l'avenir dans cette société. Et si je suis quelqu'un de qualifié, peut-être que je suis tout de même dans une cage dorée parce que mon travail ne me plaît peut-être pas, mais je dépends de ce travail pour financer. Et que ferais-je? Que ferais-je comme travail si je n'étais pas obligée de travailler? Donc ça, c'est une question importante, ça. Ou alors, l'angoisse, la peur. Si on n'est plus obligé de travailler, heu, il y a l'aspect syndical également, d'être ensemble côte à côte pour, lutter, à quelque chose. Est-ce qu'il faut des crises pour, cimenter les relations humaines ou est-ce qu'il vaut mieux, heu, être, habité, vivre dans une société où on est libre, d'entrer en communication, d'entrer en relation parce qu'il n'y a pas cette notion de concurrence? Autre élément, bien entendu, c'est qu'actuellement en Europe, nous voyons une radicalisation vers, la droite, une mise en cause souvent critique de la démocratie et très souvent, les politiques, servent d'écran de projection. On leur reproche de faire une mauvaise, politique et de ne pas avoir suffisamment recours à des instruments de, démocratie. Au contraire. Alors se pose la question également, du revenu de base, par rapport au climat. Nombreux sont ceux qui travaillent beaucoup, qui gagnent peu d'argent, et qui, sont dans une consommation de compensation. C'est-à-dire qu'on consomme un maximum pour montrer: «Nous valons quelque chose, j'achète donc je suis». Et la question pour le revenu de base, c'est justement cela, être plus serein par rapport, à la consommation. Heu, on n'est plus obligé de prendre l'avion pour aller loin pour ses vacances, mais d'avoir la possibilité, avoir le sentiment, non seulement d'un point de vue moral, que de consommer différemment que de le passé. Donc toutes ces thèses, nous les avons énumérées, nous nous sommes interrogés et nous avons, eu des témoignages positifs, des témoignages très beaux qui vont dans le sens de ce que nous avons, cherché. Mais en fin de compte, nous sommes arrivés à un point où nous nous sommes dit: «Oui, nous avons thématisé le revenu de base, heu, mais il n'y a pas de preuves, à l'appui de nos idées. Mais nous voulons savoir, voulons avoir des certitudes. Nous avons éveillé la curiosité. Alors comment montrer que, ce n'est pas par hasard qu'il y a eu les effets parmi les 700 personnes, qui se voient octroyer ce revenu de base, mais que cela peut entraîner justement, ces, heu, ces réactions. Alors, nous avons une coopération avec l'Institut allemand pour l'économie, en traduction libre du DIEB. Nous avons, un projet, 120 personnes qui reçoivent pendant 3 ans, pardon, 1 200 € et tous les 6 mois doivent remplir un questionnaire et avec cette étude, nous essayons justement de trouver des arguments à l'appui, sur notre thèse. Est-ce que, le revenu de base donc avec notre étude, nous avons eu pas mal de succès comme cela a été dit. Nous avons plus de 2 millions de demandes, 2 millions de personnes qui s'étaient portées volontaires. Il nous fallait 1 million pour avoir une bonne base de données. Nous commençons maintenant
à choisir les personnes, c'est-à-dire que les chercheurs sont en train de voir quelles personnes admettre pour avoir une bonne représentativité de la population et d'ici 3 ans, nous allons avoir les résultats. Par rapport à d'autres projets, du fait que nous avons à peu près 160 000 des personnes qui contribuent à ce projet dans notre financement participatif. Cela veut dire que nous avons un bon fonds, ce qui garantit notre indépendance. Nous sommes indépendants de partis politiques. Parce que quand on pense à l'étude en Finlande, c'est un certain parti politique qui avait lancé le projet pilote et l'évaluation n'a pas été neutre. Et ça, c'est dommage. Et on a vu que les gens ne travaillaient pas plus, mais pas moins non plus, mais les résultats n'étaient pas neutres, comme je le disais. Mais j'y reviendrai dans la deuxième partie de la présentation. Alors, nous nous sommes interrogés, on s'est demandé, est-ce que le revenu de base libère un... Alors, voyons quels sont les effets positifs. Les 1200 euros, est-ce que c'est le montant qui fait la différence? Pour ce qui est, par exemple, des maladies chroniques, du stress, une meilleure vie, une meilleure confiance en soi? Ou alors est-ce que cela suffit simplement de garantir aux personnes un filet de sécurité? Et ce sont des éléments qui sont pertinents pour faciliter le financement revenu de base. Donc, s'agit-il d'une question d'argent purement ou s'agit-il plutôt de fournir une sécurité? Donc, l'absence de contrepartie est importante et cette sécurité de savoir que ce revenu sera toujours disponible. Dans une troisième étude, nous voulons voir comment le revenu de base pourrait être financé en Allemagne, à savoir une population de 80 millions. Et comment... La question qui se pose également, est-ce que l'on peut étudier tout cela? Combien de recherches, d'études effectuées sur ce thème? Et faudrait-il d'ailleurs mener ces recherches? Ici, vous voyez les diapositives que j'ai déjà montrées tout à l'heure. Voilà ce qui existe déjà. Alors, dans la transition dans laquelle nous nous trouvons peut-être déjà, et également pour voir ce qui est nécessaire. Alors, pour ceux qui... Alors, ceux qui ont gagné au loto, par exemple, que leur existence assurée, comment gèrent-ils leur vie, que font-ils avec, comment réagissent-ils par rapport à leur santé, leur conception de vie? Ce sont des questions intéressantes. En tout cas, il faut veiller à ce qu'il n'y ait plus de problèmes existentiels. Ce qui n'existe pas vraiment en Europe, c'est l'échange, en raison de la diversité linguistique, entre autres. Il y a de plus en plus de gouvernements qui font des expériences avec le revenu de base. Par exemple, le gouvernement de Corse, ou les autorités de Corse plutôt, avaient annoncé que les 330 000 habitants de l'île de Corse allaient recevoir un revenu de base de 500 euros. Alors, une commission ad hoc a été lancée en 2018 pour la région autonome de Corse. Ils ont fait appel à des experts de l'étranger, du Canada, nous également,
pour examiner la question de l'absence de contrepartie. Ce projet n'a pas encore été lancé, mais c'est intéressant parce que, à- parce que ce qui est intéressant, c'est bien sûr la population de la Corse, 330 000 personnes, 500 euros. Et il y a déjà quelques idées pour financer tout cela, pour aller même jusqu'à 1 000 euros par habitant en Corse. Ensuite, Donc, bien entendu, la définition du travail, lorsque l'on voit ce que beaucoup de personnes, surtout les femmes, font comme travail, alors que ce ne sont pas des travaux rémunérés, par exemple dans le bénévolat, mais également au niveau des familles. Comment valoriser ce travail à l'avenir? Est-ce que ce n'est pas déjà du travail qui devrait être honoré par la société? Alors, ce qui est bien reçu positivement dans les médias, mais quand on creuse un petit peu dans les reportages, quel est le potentiel au niveau de la radicalisation de notre société. En Finlande, on a pu constater que les gens avaient beaucoup plus confiance dans les institutions politiques. C'est intéressant, surtout lorsque l'on regarde comment les différents gouvernements dans le monde entier, mais surtout, regardons l'Europe, essayent de donner de l'aide aux personnes. oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est lié à la question de la démocratie. Et beaucoup de reproches sont faits aux politiques et il faut trouver des raisons pour lesquelles les gens ne vont pas bien. Et donc les récits sont importantes. Cette idée qu'il faut absolument travailler pour y arriver, donc il y a ces récits présents dans notre société et il faut casser ce paradigme. Oui, il y a des personnes défavorisées structurellement qui travaillent dur, mais qui n'y arriveront pas à arriver à une situation financière stable parce que leur environnement est précaire, ils traversent des difficultés structurelles. Et puis, quand il y a ces exemples de personnes qui ont réussi tout de même, il faut tout de même faire attention parce que c'est comme si l'on pouvait faire un reproche à ce moment-là à ceux qui ne se sont pas tirés. Maintenant, pour ce qui est du climat, justice climatique et protection du climat, c'est un sujet passionnant. Il y a 2 ans, j'étais au Portugal pour observer un projet également. Et c'est un projet qui avait été repris par CNBC. Il y a un exode rural important au Portugal. Les gens quittent la campagne pour aller vivre en ville. Et la question se posait, est-ce que le revenu de base permettrait de délester les villes et de repeupler les campagnes? Parce qu'en fait, un revenu de base signifierait qu'il n'est plus nécessaire d'avoir un travail classique pour se nourrir. Et au Portugal, c'est vraiment passionnant d'observer ce projet. Les incendies de forêt, par exemple, on aurait pu les déceler beaucoup plus tôt s'il n'y avait pas eu cet exode. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc, il y a des pronostics, non, pas pronostics, mais des hypothèses qui sont lancées que si on avait un revenu de base, nombreuses seraient les personnes qui quitteraient les villes parce que tout à coup, elles se sentiraient capables d'aller vivre dans des zones structurellement moins fortes. Ça les attirerait et contrairement à ce que l'on a maintenant, c'est-à-dire qu'on pense que les villes offrent tout, notamment du travail. Mais le revenu de base permettra de revigorer les zones rurales, de ramener la vie sans que forcément ce soit financé par un travail, mais accepter un travail puisque pendant la pandémie, on a bien constaté que s'il le faut,
il est possible de faire du télétravail dans un grand nombre de domaines, alors qu'avant, on aurait peut-être hésité. Ensuite, pour terminer, j'aimerais revenir sur le financement. Très souvent, c'est l'argument qui tue, en quelque sorte. Eh bien, c'est difficile de faire un calcul. Comment financer ce revenu de base? Cela dépend en partie de ce que l'on veut atteindre. Est-ce que je distribue simplement de l'argent en essayant et en promettant que tout aille mieux par la suite? Est-ce que mon rêve va être réalisé? Mais si j'essaye de voir ce que nous allons faire dans notre étude de suivi, est-ce qu'il y a un seuil? Est-ce qu'il y a un certain montant qui tout à coup donne ce sentiment de sécurité? Est-ce qu'il y a des lois qui pourraient enlever cette angoisse? Le revenu minimum qui peut être sécurisant dans un contexte de convention collective, par exemple. Donc, il n'y a pas ici de volonté d'aller vers un certain modèle de financement, puisque nous ne savons pas exactement où nous allons en Allemagne. Et d'ailleurs, c'est préconisé par euh, certains départements de gauche, RSA en France, Hartz IV, Hartz IV en Allemagne, ne plus avoir de sanctions. C'est-à-dire que les personnes qui maintenant perçoivent cet argent, ce serait une première étape, mais faire cela pour l'ensemble de la société, non, mais pour ceux qui en ont besoin. Et regardez plus loin, quels sont les groupes qui pourraient en bénéficier également. En Europe, c'est intéressant avec la fixation ici, parce que dans un grand nombre de pays, ou dans tous les pays, en fait, il y a des besoins différents. Quel est le seuil de pauvreté? Où est-ce qu'on arrive au seuil de ce risque de pauvreté? Il n'est pas le même dans tous les pays. Au Luxembourg, si on veut vivre là, il faut un revenu de base différent pour me sentir en sécurité qu'à Berlin, par exemple. Donc, ce n'est pas tellement sage que d'avoir des revenus au niveau national. Non, il faudrait que ce soit au niveau régional. Nous avons vu l'exemple de Corse avec des expériences qui sont faites. On pourrait avoir un revenu de base par région et ainsi trouver un maillage pour l'ensemble qui ne soit pas le même pour l'ensemble de l'Europe. Cela voudrait dire que le revenu de base ne serait pas perçu depuis Bruxelles, mais du bas vers le haut viendrait des différents pays d'Europe et régions. Ce qui est important également ici, c'est la contrepartie de ce financement. Quand on voit les maladies psychiques, la fréquence des maladies psychiques par rapport à la relation de travail, il est important de voir en compensation ce que l'on pourrait faire comme économie dans le système de santé. Et ça, on ne peut pas le faire dans une simple équation, tout comme pour le potentiel d'une entreprise euh, d'être prêt à avoir une pensée plus pérenne. Comment mesurer cela d'un point de vue financier? C'est très, très intéressant. Il est important de pouvoir le faire simplement parce que la transition ne se planifie pas. On commence par des petites idées, on fait des petits pas, puis des grands pas et le revenu de base s'inscrit dans la transition en fait. Et si vous me le permettez, je m'arrête ici et suis à votre disposition pour la discussion et vos questions. Merci beaucoup, Steven. C'était passionnant ta présentation. Maintenant, pour les questions, c'est Marine qui va m'accompagner, qui va allumer les micros pour notre discussion. Vous pouvez poser vos questions en français, en allemand, en anglais. Steven répondra en allemand et je vais commencer par deux questions qui ont été posées via le chat. Magali, comment êtes-vous arrivé au montant de 1000 ou de 1200 euros? Ce montant de 1000 euros, je l'ai derrière moi d'ailleurs, c'est le fondateur de DM qui a cité ce montant. Je ne sais pas quand c'était.
C'était le seuil de pauvreté il y a quelques années en Allemagne, où le salaire minimum n'existait pas encore. Enfin, c'est plus simple pour la campagne également, cela facilite un petit peu les choses, un chiffre rond. Nous voulions thématiser, comme je vous le disais, le revenu de base et il fallait que ce soit quelque chose de simple, de facile, donc un chiffre qu'on retient bien. Maintenant, les 1 200 € pour l'étude actuelle, là, il s'agit du seuil de pauvreté en Allemagne. Alors, on n'est pas encore pauvre sous ce mont si on touche ce montant, mais on se rapproche tout de même de la pauvreté. Oui, donc un tout petit peu au-dessus du seuil de pauvreté. Alors, les micros sont allumés, donc ceux qui le souhaitent peuvent prendre la parole, pas tous en même temps, ou alors poser vos questions par chat. Le revenu de base. Est-ce qu'on pourrait avoir le revenu de base également pour le temps partiel? Oui, effectivement. J'ai constaté que parmi les néophytes, cette discussion ne peut pas vraiment avoir lieu. Elle est balayée du dos de la main tout de suite. Alors, surtout, vu la situation actuelle où nos, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions concernant le sens de la vie et de leur activité. Alors, si on avait un revenu de base pour un temps à mi-temps, par exemple, est-ce que cela a un sens ou est-ce que c'est contradictoire par rapport au système? Je m'arrête avec cette question, peut-être que parce que ce n'est pas dans la logique. J'ai des problèmes de compréhension. Si vous parlez de revenu de base pour un temps partiel, ça veut dire 500, un demi-revenu de base? Oh, je vous donne un exemple. La plupart des gens, donc nous, non, pas nous, mais la plupart des jobs, sont des contrats à 40 heures semaine. Mais nombreux sont ceux qui voudraient faire autre chose en dehors du travail. Mais si les entreprises libéraient leurs salariés 1 ou 2 jours, par semaine, qui ne soient pas rémunérés par l'entreprise, mais par l'État, parce que l'entreprise est déjà au bord de ses limites. Alors le nombre de personnes stressées, qui souffrent de burn-out, diminuerait. Donc finalement, l'État aurait une note, moins élevée. Alors est-ce que ça ne serait pas une bonne idée? Oui, nous avons quelque chose, d'un peu semblable, c'est ce que nous appelons le chômage partiel. Donc là, les salariés travaillent un petit peu moins et l'État, donc apporte, un financement, enfin une contribution pour que les personnes continuent à percevoir, leurs revenus à 100. C'est intéressant en période de crise. En dehors d'une période de crise, il faut voir un petit peu la complexité de tous les modèles. Alors on ne peut pas dire que l'une chose pourrait se substituer à l'autre, mais il faudrait verser à chacun la part dont il ou elle aurait besoin pour se sentir plus libre. En tout cas, je ne pense pas que ce soit contradictoire par rapport au revenu de base. C'est plutôt une question de calcul et de communication également. Merci. Une question du messagerie. Le revenu de base ne pourrait-il pas accroître les inégalités? Donc, est-ce par exemple, les allocations sociales, pourraient être, remplacées par un revenu de base? C'est une question extrêmement importante. Cela dépend de la définition du revenu de base. Voulons-nous simplement un système social, allégé où chacun recevrait la même chose? Alors, quand nous disons que le revenu de base est important pour tous, oui, mais ceux qui ont plus de besoins, par exemple parce qu'ils ont un handicap physique ou vivent dans des conditions particulières, qui sont plus onéreuses, alors ces personnes-là devraient recevoir plus d'argent parce qu'elles en ont plus besoin. Donc c'est la question du cumul qui se pose.
pourrait-on obtenir quelque chose de plus que le revenu de base si nécessaire? Oui, certainement pour ceux qui en auraient davantage besoin. Et bon, et peut-être pour d'autres qui auraient plus, est-ce qu'ils recevraient un peu moins? En tout cas, il faudra mesurer l'impact, le résultat. Alors, revenu de base, est-ce vraiment un revenu de base ou est-ce que l'on arriverait à autre chose? Et le revenu de base, souvent l'on dit oui, mais uniquement à condition que ceux qui ont besoin de plus reçoivent ce dont ils ont besoin et pas moins. D'autres questions de la messagerie, revenu de base régional, revenu de base en Europe. Comment est-ce que ça pourrait fonctionner en Europe? Le Luxembourg est tout petit, nous avons beau- nous a- le pouvoir d'achat est extrêmement élevé, enfin quelques fois plus élevé qu'à l'étranger. À quoi est-ce que cela pourrait ressembler? Alors, l'aspect régional ou alors un revenu de base européen, à quoi pourrait-il ressembler? Il est question également en ce moment du revenu minimum européen. Quand j'ai entendu parler des transports gratuits au Luxembourg, je me suis dit, ah, le Luxembourg se prête très très bien d'ailleurs au revenu de base et pas simplement la gratuité des transports. Mais je pense qu'il y a aussi cette crainte de l'effet d'attraction, l'appel d'air en fait. Certains craignent que certains se disent il y a un excellent système social dans tel ou tel pays, cela pourrait attirer d'autres. Mais bon, quand il s'agit de revenus de base, je ne suis pas du tout en faveur de restrictions. Je préférais que ce soit beaucoup plus ouvert. Mais c'est vrai qu'ici, il y a quelques oasis, quelques havres de paix. Peut-être qu'il faudrait intervenir et réglementer. Par exemple, la personne devrait avoir son siège principal au Luxembourg ou y habiter depuis plusieurs années, mois, pour qu'il y ait quelques restrictions tout de même. Mais je pense que oui, que c'est nécessaire, mais que de toute façon, il faudrait essayer et puis tirer les enseignements au fur et à mesure. Une question qui a été posée via la messagerie. Est-ce que tu connais la documentation? Est-ce que tu connais l'auteur Daniel Weisbrot? Est-ce que, est-ce que la vision de Daniel Weisbrot pourrait améliorer les choses? En fait, il y a ce film Free Lunch Society et qui porte sur des projets menés, par exemple, dans les années 70 en Amérique du Nord. Alors, il y a eu des projets, mais il n'y a jamais vraiment eu d'évaluation parce qu'il n'y avait pas de fonds. Et il y avait déjà des enseignements intéressants à l'époque. Par exemple, au niveau politique, il a été dit que si des jeunes reçoivent un revenu de base, ces jeunes vont commencer à travailler plus tard. Eh bien, ces jeunes ont tout simplement poursuivi des études plus longues, se sont été mieux qualifiés. Or, c'est justement ce qui est souhaitable. Nous ne voulons pas nécessairement que les gens arrivent rapidement sur le marché du travail, mais soient plutôt bien qualifiés et bien instruits. Et pour ce qui est du film de Daniel Weisbrot, peut-être que j'ai vu ce film, mais je ne me souviens plus du titre. Je ne peux que recommander Free Lunch Society. D'ailleurs, c'est passionnant. Ensuite, prochaine question. Les conséquences psychologiques et sociales d'un revenu de base. Existe-t-il déjà peu des publications en la matière? Et le travail, est-ce qu'il y a une moindre proportion à travailler en recevant un revenu de base? Tu as déjà répondu en partie. Et puis, qui s'occupera des tâches ingrates? Ce qui est chouette avec l'automatisation, c'est que certains travaux que nous sommes encore obligés de faire, les machines peuvent les faire, mais nous avons, moins de travail, mais plus d'argent. Ce qui fait que les gens pourraient ne pas travailler dans le par exemple, ne pas être caissier, mais que sans dégâts, les gens pourraient avoir la possibilité
possibilité, par exemple, de se former davantage, avoir le temps pour les amis, pour la famille et de «travailler» entre guillemets et je crois que nous n'irons pas vers une automatisation, totale de la société. Bien entendu, il y aura automatisation, mais, il y aura des allées et venues, que le contact humain est très, très important et un ami m'a dit récemment: «J'aimerais demain pouvoir encore, acheter ma baguette, chez le boulanger» et le revenu de base ne s'y oppose pas du tout, pas du tout. C'est simplement, avoir un bon job, et vouloir cela. Ce qui ne veut pas dire que personne ne veut faire les travaux plus désagréables. Non, pas forcément. Ce qui est intéressant à l'avenir, parce que nous ne pourrons pas l'automatiser, c'est tout ce qui est, soins à la personne de manière générale. En début d'année, il y a eu une étude en Allemagne qui s'occupait de jeunes et qui demandait si les, métiers des soins à la personne, étaient attrayants. Ce qui était perçu comme quelque chose de négatif, c'était les horaires de travail. Également, la rémunération, le stress, psychologique, mais ça, on pourrait le changer en simplement facile à dire, heu c'est par exemple modifier et en réduisant le temps de travail, 24 heures par exemple hebdomadaires, avoir plus de personnes, c'est-à-dire répartir les tâches sur davantage de personnes. Donc, c'est également attirer le respect de la, société, valoriser le travail. Le revenu de base ne va pas s'instaurer du jour au lendemain. Au début, lorsqu'on reçoit de l'argent, au début, il y a un problème, d'adaptation parce qu'ils ont été ou les personnes ont été adaptées, et socialisées dans une, société, qui met l'accent sur l'argent, sur le pouvoir d'achat. Alors on l'a vu, l'activité en fait et cette autonomisation, au bout de quelques mois, elle apparaît. Parce que le stress diminue, les gens doivent s'habituer. J'ai une question et puis je crois qu'il y a quelques demandes de, parole. Moi, j'ai une question concernant tu disais, votre grand avantage, c'est l'indépendance politique, que le financement se fait par, financement participatif. Votre initiative est donc, financée ainsi. Et puis au Bundestag, ou en tout cas dans la commission des pétitions, il était question de revenus de base justement. Mais quelque part, vous avez besoin de politique pour pouvoir transposer cette idée du revenu de base. Alors est-ce que c'est vraiment l'indépendance? Puisqu'il faut, pour la transposition concrète, les politiques? Pour moi, je vois le moment venu justement pour, passer à un revenu de base. Mais c'est un, it's a hot potato comme on dirait en anglais. On ne veut pas se brûler. C'est un sujet délicat. Alors, pour l'instant, il y a la peur. Est-ce que les gens auront encore un travail demain? Qu'est-ce qu'il en est de l'automatisation? Donc c'est une question de confiance en la politique également. C'est un cercle vicieux en fait. Mais avec nos témoignages, nous essayons de rompre ce cercle vicieux et il faut, enfin, il faut, il y a des situations comme maintenant avec, la Covid, cela catalyse la discussion autour du revenu de base en disant: «Oui, on pourrait donner, des enveloppes à X personnes, mais sans s'occuper de la pandémie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce
que on peut tout donner dans la lutte contre la pandémie, et à ce moment-là, il ne reste rien pour le reste. Peut-être qu'il faut encore que la crise, s'aggrave, peut-être qu'il faut plus de pression de la part des citoyens. Comment dire? Il y a des exemples dans d'autres pays. Par exemple, cette semaine, j'ai eu un entretien avec une radio coréenne, qui nous ont dit: «Gardez l'œil sur notre projet pilote». Par exemple, ils ont introduit un revenu de base pour novembre, pour un grand nombre de personnes, sans contrepartie, parce qu'ils voudraient voir ce que cela donne. Donc, ce n'est pas comme en Europe, mais certains pays essayent, d'avoir des avancées. Aux États-Unis aussi, me semble-t-il, 1200 $ ont été versés. Oui, Alors, il y a quelques quel demandes de parole. Sabine a demandé la parole. Vas-y. Oui, juste un instant. Il y a en effet Larsen. Non, pas Rita, mais Philippe. Rita a une autre voix. Merci beaucoup pour cette présentation. Si j'essaye d'imaginer comment le financer au niveau d'un État, c'est un casse-tête. Si le Luxembourg décidait maintenant d'introduire un revenu de base, alors qu'en est-il du risque? Un revenu de base qui serait supérieur au seuil de pauvreté, donc ce serait un tout petit peu supérieur à ce qui est proposé en Allemagne, au-dessus de 1 800 € pour Luxembourg. À ce moment-là, certaines allocations sociales seraient revues à la baisse, donc des économies seraient faites, mais malgré tout, si chaque citoyen recevait un revenu de base au Luxembourg, la question de l'âge se pose également. À partir de quel âge? Alors, après l'obligation scolaire, éventuellement? Jusqu'à la fin de la vie? Donc là aussi, des questions se posent qui ont une influence sur le coût de tout cela. Parce que ce serait à l'État de payer, n'est-ce pas? Et ce serait tout de même une somme considérable. Et il ne pourrait que le faire via des impôts. Alors, est-ce que c'est possible si l'on veut proposer un montant élevé, à savoir au-dessus du seuil de pauvreté? Est-ce tout simplement possible? L'État n'est-il pas incité à ce moment-là à attirer les entreprises dans le pays qui ne sont pas écologiques pour pouvoir financer le tout? Et je me pose toutes ces questions, j'ai du mal à m'imaginer comment cela pourrait marcher à un niveau collectif. Alors, il n'y a pas de réponse facile à cette question. Comme je vous le disais, mon approche, ce serait plutôt d'introduire le revenu de base de manière progressive et puis d'apporter des adaptations petit à petit. Par exemple, s'il y a des groupes vulnérables au Luxembourg, ou alors une tranche d'âge particulière ou un groupe social particulier pour lesquels ce serait important, il faudrait commencer par là et puis l'étendre par la suite. Alors, un revenu de base pour les enfants, la moitié pour les enfants? Ce sont des questions qui sont liées à la culture des pays. Comment les enfants sont-ils appréciés, valorisés? Et quel est l'environnement dans lequel grandissent les enfants, l'entourage familial? Donc, pour ce qui est du financement et de la dynamique économique, il y a des modèles de financement et des idées
qui porte par exemple sur une imposition dynamique des entreprises. Donc les entreprises qui poursuivent certaines finalités devraient être taxées d'une manière ou d'une autre. Donc on peut inciter l'un ou l'autre comportement. Donc il y a une certaine réglementation qui entre en place. Mais il faudrait voir également comment intégrer le revenu de base dans le droit constitutionnel. Et c'est vrai que c'est une question de démocratie également. En tout cas, il n'y a pas de recette miracle qui pourrait s'appliquer partout. Non, il nous faudra toute une diversité d'expériences, collecter ou recueillir des expériences pour voir ce qui fonctionne et comment. Donc, le revenu de base, essayer petit à petit, de manière progressive et pas du jour au lendemain, parce que ça ne fonctionnerait pas. Sabine nous dit dans la messagerie que le revenu de base sans contrepartie peut être un droit humain ancré dans la Constitution. Oui, merci. Magali a écrit: le Luxembourg est quand même fort en évitement fiscal et elle parle de 11 milliards qui sont perdus pour le pays chaque année et qui permettraient en fait d'introduire un revenu de base au Luxembourg. D'autres questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas d'autres questions? Est-ce qu'on peut prendre la parole? Oui, oui, bien sûr. Je vous laisser l'indication. En fait, Daniel Weiss, il a rédigé un livre, ce n'était pas un film. Une perspective de 2050, en partant de l'hypothèse que le revenu de base serait introduit en 2028. Alors, peut-être qu'il y aura une dégradation au début de l'introduction du revenu de base. En tout cas, son ouvrage est intéressant. C'est une fiction, mais c'est intéressant. Peut-être même plus intéressant que d'autres livres scientifiques sur la question. Deuxième observation, votre présentation a été passionnante, merci. Et j'aimerais savoir comment vous voyez l'initiative citoyenne en faveur de l'introduction d'un revenu de base sans contrepartie. Et il ne s'agit pas d'avoir une seule solution, mais de soutenir des initiatives différentes dans les différents États membres. En tout cas, ce livre a l'air passionnant. Je vais voir. En fait, la question s'adressait à tous les participants en quelque sorte et pas simplement à l'orateur. Alors, si quelqu'un souhaite réagir, alors l'introduction d'un revenu de base sans contrepartie dans l'Union européenne, à quoi est-ce que cela pourrait ressembler? Magali, qui avait demandé la parole. Je voulais dire autre chose, mais oui, je ne sais pas. J'ai signé cette pétition, je l'ai transférée, je pense que c'est important. Et Steven a parlé de régionalité. Cela me semble intéressant.
que ce revenu de base devrait plutôt être lié aux régions plutôt qu'au contexte national. Ça pourrait mieux fonctionner. Et je me demande en fait si l'initiative européenne du haut vers le bas serait vraiment intéressante. Bon, peut-être que ça pourrait lancer un certain élan, mais est-ce que ça ne va pas dissuader et les citoyens et les politiques, et à ce moment-là, ça ne pourrait peut-être pas porter ses fruits. Bon, je pense qu'il y a eu cette expérience menée en Finlande où l'étude a été utilisée à mauvais escient. En tout cas, difficile de se forger un avis. Mais tu peux poser l'autre question que tu avais. Oui, une petite question. Combien de personnes ont contribué à ce que vous puissiez offrir le revenu de base? Alors, je ne retiens pas bien les chiffres, mais en tout cas, je trouve que c'est très intéressant ce que vous faites, notamment cette recherche, parce que cela permet d'expliquer et de comprendre clairement donc ce que cela peut apporter, ce que cela peut amener, et de montrer également, qu'il ne faut pas que la société se déchire nécessairement. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont des craintes et cette étude, permettra de prouver de manière très concrète à quoi cela pourrait ressembler. En tout cas, je trouve que c'est très intéressant. Merci. Je vais répondre à cette question et puis, revenir au revenu de base à l'échelle européenne. Alors 2 aspects. Premièrement, un élément personnel. Moi, je viens d'une famille ouvrière. Après la chute du mur de Berlin, ma mère travaillait comme femme de ménage et je pense que même si elle recevait un revenu de base, elle continuerait son travail, de femme de ménage parce que son travail a du sens, a une certaine fonction et et il peut et elle aime son travail. Alors, les le travail non qualifié est souvent mal rémunéré. Et je pense que là, un revenu de base, serait certainement utile pour ces personnes, pour, s'en sortir. Et puis le travail comme rôle social. Donc je ne pense pas que tous les métiers vont disparaître, mais c'est vrai que certaines, tâches, disparaîtraient. Maintenant pour ce qui est du financement participatif, nous avons 160 000 donateurs à peu près qui font un don chaque mois. Cela représente 600 000 euros par mois. Notre projet pilote a coûté 10 millions d'euros et donc nous avons accumulé cet argent au fil du temps. En tout cas, ce qui est merveilleux, c'est que nous avons tellement de donateurs et nous ne sommes pas dépendants d'une grande entreprise ou d'une grande institution euh, qui voudrait orienter notre travail ou nous instrumentaliser. Non. Et quand nous lançons des campagnes où nous exprimons, nous pouvons le faire parce qu'en fait, personne ne verse une somme exorbitante. Ce sont plutôt beaucoup de donateurs qui versent de petites sommes, mais régulièrement. Nous ne faisons pas la recherche nous-mêmes, hein, mais nous la finançons. Alors, il y avait cette question pour l'Europe. Magali, je dirais que j'ai l'impression que le moment n'est pas bien choisi pour essayer de faire du bien pour l'ensemble de l'Union, parce qu'actuellement, on pense encore que Bruxelles est trop normatif, que tout n'est pas accepté. C'est la raison pour laquelle oui, j'ai signé la pétition, mais ce n'est pas le bon moment. Et pour l'idée européenne, c'est une bonne chose que les différentes régions. Bon, comment dire? Il faudrait que l'idée soit centralisée, mais la transposition soit régionalisée. Ça, ce serait une bonne chose. Je crois que ça montrerait également la diversité, que tout ne vient pas
par Bruxelles et une initiative unique. Une remarque peut-être en complément, justement, pour ce qui est de cette pétition, les initiatives nationales sont encouragées. Il n'est pas question d'imposer ou d'initier un revenu de base depuis Bruxelles, parce qu'il faut savoir qu'après les traités de Lisbonne, ces revenus de base sont de la compétence des États. Donc Bruxelles ne pourra rien imposer du tout. Par ailleurs, il est dommage, il y a 2-3 ans, on a raté la possibilité d'un dividende euro qui avait été discuté à un moment donné, comme quoi tous les citoyens de l'Union européenne reçoivent 200 euros. Ce n'est pas un revenu de base, ça ne suffit pas, mais de transposer ainsi une identité. Je fais partie d'une Union européenne, d'un grand espace européen économique, et je suis récompensée par un dividende de 200 euros. Et ainsi, je participe à je suis partie intégrante, plus exactement, de cette initiative, de cette grande idée. Alors, Art 4, Art 4 donc, est beaucoup critiqué, mais quel que soit le lieu où on vit, le montant est le même. Donc, il y a une certaine identification. Je le suis aussi bien dans le nord, l'ouest ou le sud du pays. Donc, au niveau européen, avec ce dividende, on aurait eu cette même possibilité. Oui, j'aimerais rajouter quelque chose. Merci, merci pour ce complément. Concernant les faits, c'est important, mais j'ai l'impression, de par mon travail sur le revenu de base, les faits et son interprétation sont des choses différentes. Et la perception des citoyens de ce qui est européen, que c'est imposé de Bruxelles, c'est ça l'idée qui prédomine chez les citoyens. Et il faut encore beaucoup communiquer pour convaincre. Et c'est ce qui manque. Pas la volonté, mais l'histoire que l'on raconte autour pour faire accepter quelque chose, qu'ils voient l'intention aussi bien que le geste. C'est une question également de transformation et de transition. Nous revenons à notre sujet. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais ce qui m'intéresse serait de savoir comment au Luxembourg, la mobilité gratuite n'est pas déjà un premier pas vers le revenu de base. Récemment, il y a eu un livre de Ange Göller qui plaide pour remplacer le revenu de base par Grundauskommen. Difficile à traduire comme cela, sans préparation. Donc, il ne s'agit pas de l'argent que l'on reçoit, mais plutôt de cet élément de sécurité que l'on pourrait donner en rendant gratuit l'Internet, la mobilité, la gratuité des musées. Donc, quelque part, un revenu de subsistance qui permette une subsistance. Alors, peut-être une petite somme, un argent de poche pour garantir cette subsistance ou cette existence de base. Eh bien, moi, je répondrais, puisqu'il s'agit du Luxembourg. Pour ce qui est de la mobilité gratuite, c'est un peu par hasard. Le gouvernement actuel est le même que le précédent. Donc 2013,
les libéraux ont fait une coalition avec les Verts et les socialistes, donc une coalition à 3. Et pour les partis, pour les élections nationales de 2018, la gratuité de la mobilité faisait partie des programmes électoraux. Mais ils ne croyaient pas être réélus. Et ça y est, ils ont été réélus. Et comme c'était dans le programme électoraux des 3 partis, ils étaient obligés de mettre cela en musique. Gratuit, non, ça coûte l'argent du contribuable, mais l'utilisateur, le voyageur, lui, ne paye rien. Mais ce serait chouette si on réfléchissait dans la même direction pour ce qui est du revenu de base. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Je ne sais pas. Comment dire? Quand on regarde le ticket, 2 € pour la journée en déplacement, c'était pas énorme pour l'utilisateur. Donc, l'argumentation était relativement simple. Et puis en plus, d'un point de vue politique, c'était montré qu'on faisait quelque chose pour la mobilité. Bon, moi, je doute un peu, mais voilà. J'ai une question, mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir. Ça ne semble pas être le cas. Alors, Steven, tu as évoqué le fait que certaines personnes chez vous ont reçu un revenu de base qui n'en avaient pas besoin, mais que ça a changé leur perception des choses. Alors, qu'est-ce que ça a changé en eux? Est-ce que, oui, quel a été l'effet sur ces personnes? En fait, pour nous, dès le départ, il était très important d'avoir des limites. Toutes les personnes qui peuvent comprendre notre site, qu'ils vivent en Allemagne ou ailleurs, et d'un point de vue technique, il est important de faire savoir que pour nous, le revenu de base n'est pas une lutte contre la pauvreté. Certes, c'est perçu ainsi parfois, oui, c'est peut-être un bon outil pour la lutte contre la pauvreté. Mais si on ne verse cela que des personnes qui en ont besoin, cela reçoit une note négative, péjorative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler assez, qu'on ne gagne pas assez. Mais si c'est accessible à tous, alors on enlève cette stigmatisation sociale. La dynamique est différente, l'appréciation est différente. Et pour les personnes qui l'ont perçu tout en n'en ayant pas absolument besoin, il me semble, enfin, je pense à certains exemples, que c'était un bouton de redémarrage de leur disque dur dans leur vie professionnelle, personnelle. Donc, on n'est pas obligé de travailler. Donc, pouvoir se dire, théoriquement, je ne dois pas travailler, j'ai assez d'argent sur mon compte en banque, ça libère énormément sa vision de soi-même. On s'interroge sur son rôle dans la vie et certains ont ressorti des projets des tiroirs, ont sauté le pas vers l'indépendance parce que ça leur donnait cette sécurité, parce que ça leur a donné un coup de pouce mental pour réfléchir dans une autre direction. Et également des personnes qui gagnaient suffisamment, mais se disaient, mais d'autres ne vont pas travailler. Donc, cet aspect sans contrepartie
se sont mis à réfléchir différemment et ça leur donnait des ailes plutôt que de les rendre paresseux. Donc, il y a toute une partie de personnes qui ont transmis cet argent à d'autres de leur entourage ou qui ont thésaurisé ou épargné. Donc, l'effet a été différent. Mais l'état d'esprit a changé. Cela a recadré la position des uns et des autres dans la vie, leur vie. Une toute dernière question. Magali, j'ai posé la question en messagerie également. Il y a une ASBL là, Grande Acomas. Est-ce qu'un représentant est là et peut nous dire comment eux perçoivent cette étude, si éventuellement cette association était prête à travailler avec d'autres? L'ASBL n'existe plus depuis 1 an à peu près, mais les personnes qui étaient actives, eh bien, je les avais informées de cette conférence-ci, mais je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un. Et quelle est la position du sel? Ah, moi, je trouve ça super. Et on verra le reste l'année prochaine. Très bien. Nori, tu prends la parole? Oui, il y a la transition à Liège, en Belgique, qui est des projets intéressants, des projets qui demandent, comme bien d'autres choses, qu'on s'y investisse à 100%. Donc, on n'a plus la possibilité d'avoir un job à plein temps. Et Liège n'est qu'un exemple. Mais dans le mouvement de la transition, souvent, on demande le revenu de base de transition. C'est la même chose, mais on rajoute le mot transition parce qu'on a son propre public cible. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ça prête à confusion finalement? Je pense que si l'on trouve de nouveaux mots, c'est positif parce que cela montre qu'il y a une appropriation qui est en train de se faire. Et oui, c'est peut-être un néologisme parce que c'est vrai que le mot revenu de base existe depuis de nombreuses années, est connoté et peut-être que ce serait plus simple que de travailler avec de nouveaux concepts. Et pour ceux voilà, qui sont un peu effrayés en pensant au revenu de base, donc place à la créativité. Oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, il faut faire preuve d'esprit critique et être créatif. Il ne s'agit pas simplement des mots. Si on utilise par exemple le mot transition, c'est également un état d'esprit et c'est magnifique parce qu'il y a une connotation positive. Et à ce moment-là, le revenu de base, si on passe au mot transition, il y a une connotation positive qui peut émerger pour s'éloigner un petit peu de la connotation péjorative pour certains. Une question à propos de cette ASBL. Que pouvons-nous faire pour que le mouvement revenu de base se renforce et pour que ce genre d'initiative revoie le jour? Bon, je pourrais prendre contact avec, c'était inaudible, désolé, avec des personnes qui s'occupent du revenu de base et sur ces thématiques. Et donc, que faire au niveau transfrontalier également? Est-ce que la question s'adressait à moi? Je pense que c'était plutôt à Eric. Ah, désolé, j'étais en train de consulter le chat. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Il s'agit du travail en réseautage. Que pourrions-nous faire? Moi, je suis en Allemagne. Dans le réseau
revenu de base et à Saarbrücken, nous voulions organiser un événement et inviter la France et le Luxembourg également. Ça n'a pas été possible en raison de la crise du corona, mais ça pourra être réorganisé l'année prochaine. Alors, certains contacts ont déjà été noués. Et concrètement, que pourrait-on faire? Peut-être qu'en Allemagne, le réseau était un tout petit peu mieux structuré qu'ailleurs, donc comment procéder? En fait, chez nous, nous proposons certains sujets, mais l'idéal, c'est de nous contacter avec des sujets, que ces sujets soient portés par les citoyens. Nous sommes plutôt un catalyseur. Nous fournissons du contenu, par exemple les conférences dans le cadre des journées de la transition. Et puis s'il y a une dynamique, s'il y a un mouvement, nous le soutiendrons pleinement en notre qualité de celle, y compris à une échelle transfrontalière. Mais je pense qu'il y a eu une ASBL qui s'est penchée sur la question mais, au Luxembourg, mais qui n'existe plus. Bon, qui sait ce qui va découler de cette conférence? En tout cas, nous ne pourrions que encourager des initiatives en ce sens. D'autres demandes de parole? Je suis un tout petit peu dépassée. J'essaie de consulter, de faire plusieurs choses en même temps. Mais oui, si quelqu'un souhaite intervenir, allez-y. Bien. Alors, je pense que nous arrivons à la fin de notre soirée. Un grand merci aux interprètes, Odette et Jessica. Merci beaucoup, merci infiniment. Vous ne les avez pas vues, mais vous les avez entendues. Elles ont été confrontées à quelques perturbations techniques. Merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci à mes collègues qui m'ont assisté et qui ont aidé à l'organisation de cet événement. Un grand merci à Steven Strehl pour cette conférence passionnante.